on a pris conscience de notre modèle et de ce qu'on vendait chez Permettez-moi de construire. Et ce qu'achètent les gens, ce n'est pas des permis de construire. Un permis de construire, c'est rien de plus qu'un dossier avec des plans, des documents administratifs, des trucs de mairie, etc. Tout le monde s'en fout. Ce qu'on vend, c'est la possibilité pour les gens de réaliser leur projet d'habitat, l'extension de leur maison parce qu'ils vont agrandir la famille, le garage pour la voiture parce que monsieur ou madame vient d'acheter une super voiture. C'est vraiment, nous, on vous permet de réaliser vos projets d'habitat et du coup, on a bâti une méthodologie de vente. Maintenant, on s'intéresse aux problèmes des gens, mais aux problèmes dans le sens, pas le problème qu'ils rencontrent et pour lequel ils viennent me voir. Moi, ça, nous, on appelle ça le problème cosmétique. En gros, c'est compliqué de faire un permis de construire, j'arrive pas à le faire, du coup, j'ai besoin d'aide. Le vrai problème au fond de ça, c'est pourquoi il a besoin de mon service et pourquoi, qu'est-ce qui est important dans la réalisation de son projet d'habitat. Et comme je le dis, ils doivent faire une extension pour leur maison parce qu'on a grandi la famille. C'est ça le vrai problème. C'est que si j'ai pas mon permis de construire pour telle date, je vais pas pouvoir faire mon extension et ça va devenir problématique pour ma famille, pour que ma famille puisse être bien dans ma maison. Salut Aurélien. Salut Valentin. Ça roule? Très bien. Et toi? Cool. Ouais, très très bien aussi, très bien. Je suis très content de t'accueillir ici, chez The Family pour cette interview coup d'état. Tu as créé une boîte qui s'appelle Permettez-moi de construire, qui facilite en gros toutes les démarches autour de l'obtention d'un permis de construire, donc c'est assez parlant quoi. C'est un parcours qui est assez intéressant, vous avez suivi plein d'étapes, il y a eu beaucoup de réalisations, beaucoup de mise en place d'outils et surtout c'est une boîte qui m'intéressait particulièrement quand j'ai entendu parler de toi parce qu'elle correspond beaucoup aux valeurs de coup d'état qui sont qu'on peut appliquer des principes et des règles de boîte tech à n'importe quel type de boîte, dont des boîtes de services un peu comme la vôtre. Donc on va revenir un peu sur tout ce parcours. Mais déjà, raconte-nous, comment ça a commencé? À la base, tu étais étudiant, c'est ça? Ouais, j'étais étudiant. La boîte, je l'ai créée en 2016 pendant mes études. Et en fait, la petite histoire, c'est que pour en arriver à ce service-là de facilitation des permis de construire, j'ai eu un parcours qui a toujours été tourné dans le domaine de l'habitat et des travaux, puisque j'ai été peintre dans le bâtiment pendant à peu près 3-4 ans. J'ai fait une formation professionnelle avec un bac pro, un BEP. Ensuite, j'ai travaillé un peu dans le bâtiment et ensuite, j'ai intégré une formation en économie de la construction, donc un BTS, et j'ai créé l'embryon de la boîte à la fin de ma première année. Ok. Donc à la base, tu n'étais pas du tout parti pour être entrepreneur? Non, pas du tout. Le délire. J'avais un peu dans un coin de ma tête un jour de créer une boîte, mais je ne savais pas qui, quoi, comment, enfin quel type de boîte. Et puis ça m'est un peu tombé dessus comme ça à la fin de ma première année de BTS où j'avais identifié cette opportunité et surtout identifié le fait qu'il y avait un vrai problème pour les particuliers pour ce type d'autorisation. Et j'ai commencé à tester ça un peu de manière en freelance, quoi. Je faisais ça à côté de mes cours, puis je faisais travailler un peu mes camarades de classe pour m'aider. Et au fur et à mesure, j'ai vraiment pris goût au truc et dans le fait de développer une boîte et une communauté, de la com et plein de choses. Et à la fin de ma formation, qui était plutôt du coup technique, j'ai décidé d'aller vers une école de commerce pour continuer le développement de la boîte. Ok, ouais. Tu as deux gros articles, plus que ça, mais il y en a deux qui m'ont marqué, qui sont premier pivot, deuxième pivot, qui parlent de l'histoire de Permettez-moi de construire. Donc tu dis, j'ai commencé cette boîte, pas pour faire une start-up, pas pour faire quelque chose de gros, juste parce que c'était cool. Déjà, tu dis j'ai détecté le problème, genre ça s'est traduit comment à la base, c'est arrivé comment? Il y a eu plusieurs phases en fait. Au tout début de Permettez-moi de construire, j'avais juste ouvert un statut de freelance, d'auto-entrepreneur, et j'étais un peu comme un petit bureau d'études indépendant où j'avais créé un premier site internet avec des outils hyper simples. J'avais commencé à acheter un petit peu de pub, c'était pas du tout mon domaine. Et là, j'ai commencé à avoir des premiers leads, des premiers clients, donc je me suis testé un peu sur la vente du service. Et au départ, c'était vraiment un bureau d'études et les gens me payaient une certaine somme pour pouvoir leur faciliter toute leur procédure de permis de construire. Et c'est ensuite, après, où on est un petit peu parti en vrille dans ça c'était cool, mais il faut qu'on industrialise d'une certaine manière à faire une start-up. Et quand on a commencé à être en incubation, on a été incubé chez Leroy Merlin France pendant mon cursus d'alternance avec une école de commerce. Et là, on s'est posé des questions, on a passé beaucoup de temps avec nos clients, vraiment, on a pris le cœur du problème et on ne s'est pas posé les bonnes questions. On a voulu industrialiser quelque chose en développant un modèle de réseau, en fait, de marketplace sur un service qui n'est pas adapté à ce modèle-là. Et donc, c'était le commencement de ce qui nous a fait perdre du temps, c'est-à-dire de vouloir se mettre en tête de faire un modèle de boîte et de modèle économique sur un service qui était très bien comme il était au début, en fait, en forme de bureau d'études, d'agence. En fait, c'était le modèle qui nous correspondait. Custom, vraiment, pour le client. Exactement. Et en fait, on s'est dit, on va industrialiser.
Donc on a développé un réseau qu'on appelait un réseau de facilitateurs, donc des indépendants un peu partout en France, on en avait environ 150. Et nous, on gérait vraiment la partie lead generation, vente, et on déléguait la constitution des dossiers de permis de construire de nos clients localement à ces facilitateurs. On a fait ça pendant plusieurs mois, donc on avait un peu les leads qui montaient, et en fait, on s'est rendu compte que c'était pas du tout adapté. Alors la première remise en question, ça a d'abord été sur le positionnement de l'offre. On s'est posé une mauvaise question aussi, on s'était dit le permis de construire c'est cool, mais c'est quelque chose qui n'est pas récurrent, puisqu'on ne fait pas des travaux de construction tous les mois ni tous les 2 mois. Du coup on va développer plutôt une plateforme dont la promesse est de faciliter toutes les démarches administratives des projets de travaux. L'erreur classique, quoi. L'erreur classique. Bon, ça marche pas de faire un peu, alors on va faire beaucoup. Exactement, Ouais. exactement. Avec du recul, voilà, c'est Ouais, hyper sûr, classique c'est comme normal. erreur. Mais du coup, ça, c'était aussi une erreur de on n'assume pas notre modèle et les faiblesses qu'il a, et au lieu de tout mettre sur ce service-là, on va essayer de faire autre chose. Donc, on a développé un autre site. À l'époque, on n'avait pas de développeur, donc on avait travaillé avec un prestataire. On n'était pas du tout parti de nos besoins clients. On avait imaginé des services dont ils pourraient avoir envie, des erreurs aussi classiques. On a mis le truc en ligne et ça n'a pas marché du tout. Comment ça se fait? Genre, comment ça se fait que tu es passé d'un truc de service qui marche, où tu gagnes du cash et tu as des clients et c'est intéressant, à tout d'un coup cette lui de... En fait, je ne l'explique pas encore totalement, Ouais. mais je pense que... alors, moi, j'étais du genre beaucoup aussi à me documenter sur les startups, sur la scalabilité. Je suis coup d'État et plein d'autres choses. Et je pense qu'on ne s'est pas posé les questions d'une bonne manière. Au lieu de mettre le client au centre, on s'est dit, nous, quelle boîte on a envie de faire? Et du coup, on va développer un truc, on va l'industrialiser, on va avoir un réseau, on va faire ci, on va faire ça. Alors que c'était pas du tout adapté à notre modèle. Et juste, je sais pas, il y a peut-être cette pression de faire une start-up et de faire grand, sinon rentre à la maison, tu vois, que tu entends partout, que tu entends des VC, que tu entends des partenaires. Et du coup, tu en viens presque à te dire, en fait, mon modèle de service, plutôt d'agence, de boîte, mais aussi digital, c'est pas terrible, en fait, c'est pas fancy, du coup, on va faire un truc plus grand. Sauf qu'en essayant de faire un truc plus grand sur un modèle qui ne peut pas l'être, en tout cas sur cette forme-là, on s'est planté. Et donc pour revenir à ce changement de positionnement, du jour au lendemain, on a décidé de se recentrer uniquement sur le permis de construire, en réexprimant une offre de manière très claire sur notre site. Et là, on a commencé à décoller en termes de leads, de demandes. Parce que c'était clair. Parce que c'était Genre, clair. t'arrivais sur le Voilà. site, Ça, c'était la première correction qu'on s'est infligée. Et la deuxième, c'était sur du coup, ce modèle de marketplace et d'indépendant qui n'était pas bon du tout. En fait, on s'est dit, notre service, on est capable de le faire à distance. On n'a plus besoin d'avoir des indépendants partout en France qui vont chez les gens. On ne maîtrise pas du tout notre relation commerciale parce que ces facilitateurs-là indépendants, on ne les connaît pas vraiment, on les prend comme ça, on leur fait contractualiser un contrat de partenariat parce qu'on a besoin de gens un peu partout. Et surtout, notre valeur économique, elle était quasiment nulle puisqu'on vendait un service qui était en moyenne aux alentours des 1 000 €. Aujourd'hui, ça a un peu augmenté. Et on se rémunérait en prélevant une commission entre 10 et 15%, mais sur un service qui n'est pas récurrent. Donc une fois en one shot. Donc on avait des revenus qui étaient entre 0 et les meilleurs mois, on faisait 2 000 €, quoi. Et on avait déjà levé des fonds. On avait levé des fonds très très tôt. On s'était extirpé de Leroy Merlin et on s'était vraiment installé dans un pôle d'innovation. Et on voyait la trésor qui descendait. On devait relever des fonds, sauf que les KPI n'étaient pas du tout au rendez-vous. Et là, du jour au lendemain, on s'est dit, OK, on va tester un truc. On va vendre en direct notre service. On en a vendu, je crois, pour une quinzaine de clients. Et là, on s'est dit, OK, maintenant, on va recruter des facilitateurs et on va développer notre propre équipe de production. Et c'est à partir de ce moment-là où on s'est remis sur un modèle un peu plus d'agence et de service classique. Et maintenant, on encaisse 1 000 € à chaque fois qu'on facture 1 000 €. On maîtrise notre relation commerciale. Le service est beaucoup plus clair. Enfin, on maîtrise toute la chaîne, les leads, la vente et la production. Et ça marche beaucoup mieux. Et là, on a commencé à décoller en termes de demande, de revenus, de qualité de service, qualité de relation client. Simplement, en fait, en arrêtant de se mentir, en se disant, notre modèle, c'est ça. Il n'y avait aucune raison viable, en fait, de vouloir faire un réseau. Mais on l'a fait, parce qu'on s'est dit c'est le moyen d'industrialiser et de devenir scalable. Or, pas du tout. C'était pas scalable. De toute façon, même avec un réseau, c'était pas scalable. Un service pas récurrent, avec un faible revenu, c'était pas du tout scalable. Donc, de toute façon, on n'est pas scalable. Si on entend la définition de la scalabilité classique. Vraiment le produit. Voilà, le produit qu'on peut Google distribuer. Voilà. De toute façon, on ne l'est pas. Donc, autant revenir à un modèle plus classique, parce que ce qui est sûr, c'est que nos clients, ils kiffent notre service. Il répond à un vrai besoin et tous les jours, tous les mois, on aide des centaines d'habitants à réaliser leur projet d'habitat
en les affranchissant totalement de ces contraintes-là. Donc c'était le plus important en fait. Après, peu importe le modèle qui en découle. Juste, il fallait assumer d'être un modèle plutôt agence, plutôt service et faire avec. Et maintenant, là, on commence à industrialiser à notre propre manière. Et c'est là où on peut parler d'une scalabilité, mais une autre définition de la scalabilité, où vraiment c'est plutôt une industrialisation de notre procédé, de nos process, en s'inspirant de ce qui se fait le mieux en matière de produits ou de services vraiment scalables dans sa première définition. Comment elle arrive la prise de conscience que ta boîte n'est pas scalable comme pourrait l'être Google et qu'il faut switcher de modèle et à quel moment tu te dis, parce que tu disais, tu parlais de sexiness, tu parlais de fancy, tu vois, ta boîte elle est cool quand elle est scalable en théorie. Comment t'en viens à faire une boîte qui est pas cool dans ta tête? En fait, il y a eu plusieurs choses. Il y a eu un moment où forcément notre cash diminuait. On savait à peu près quand est-ce qu'on allait devoir relever des fonds pour développer vraiment ce service-là B2C. J'ai fait un tour un peu des VC, beaucoup à Paris, des plus gros VC, les 15 premiers VC de France, où les retours c'était c'est trop bien ce que vous le faites d'une manière extrêmement smart, extrêmement simple, vous avez vraiment su prendre conscience de vos erreurs, de vos pivots, etc. Mais juste, je ne peux pas investir chez toi parce que ton modèle n'est pas scalable et ça ne correspond pas à la philosophie d'investissement de mon fonds d'investissement. Et là, au bout de 15-20, tu te dis, mais putain, mais c'est eux qui comprennent rien ou c'est nous en fait. Et après, tu en viens à te dire, bah non, en fait, ils ont raison. Juste, je ne suis pas allé voir les bons investisseurs. Et ils m'ont fait prendre conscience qu'effectivement, mon modèle n'est pas scalable de cette manière-là. Et c'est après où là, on a eu la vraie prise de conscience, où on voyait vraiment notre cash diminuer, on voyait nos revenus qui ne montaient pas et pourtant la demande qui commençait à augmenter. Parce que quand on a fait le pivot sur le positionnement de l'offre, là, on a commencé à exploser en lead. On était à 30 après par mois, enfin au début par mois. Et rien qu'en changeant l'expression de l'offre, une homepage, on est passé à 200. Donc là, on avait vraiment une forte demande. Mais après, c'était vraiment l'élément cash en fait. C'est de se dire, en fait, il n'y a pas d'issue à ce qu'on est en train de faire. Si on continue avec notre modèle de facilitateur sur lequel on ne maîtrise rien, sur lequel on gagne même pas 100 € à chaque fois sur un truc qui n'est pas récurrent, quand on n'aura plus de cash, la boîte sera morte. Et c'est dommage parce qu'il y a une vraie demande client et que ce qu'on fait, ils ont l'air de plutôt apprécier. Donc là, on s'est dit, ok, on va tester et on a commencé à vendre en direct. Et après, on a recruté des facilitateurs. Ok, donc sous la pression quoi. Un peu sous la pression, ouais. Et on était en pleine levée de fonds aussi, sur une deuxième levée de fonds. Donc le pivot, on en était certain sur ce modèle économique parce qu'on arrivait déjà à le vendre, sauf qu'au lieu que le cash arrive dans nos caisses, il arrivait dans les caisses des facilitateurs. Mais quand on est allé voir des nouveaux investisseurs, la courbe, elle faisait ça, tu vois. Et c'était vraiment en plein dans la levée de fonds et forcément les investisseurs voulaient voir la courbe qui faisait ça sur plusieurs mois. Donc ça a vraiment été chaud parce qu'à la fois on actionnait un gros pivot, une transformation totale de l'entreprise et de son modèle économique et à la fois il fallait relever des fonds. Donc on a réussi à le faire. Mais il a fallu du temps et il a fallu se faire un peu violence en fait et se détendre un petit peu sur notre boîte c'est pas une licorne et so what quoi, c'est pas grave en fait. Tous les jours il y a des clients qui font appel à nous, on est un service B2C qui maintenant est extrêmement bien vu par nos clients, on offre une expérience client qui est chouette et les clients nous recommandent. C'est le principal. Et on gagne de l'argent maintenant. Donc peu importe que ce soit un modèle d'agence ou de service, les revenus ils sont passés en 3 mois de, on va dire 200 € à pas loin de 50 000 € par mois. Donc juste en arrêtant de se mentir en fait. C'est assez marrant parce que tu as ce parcours assez particulier tu détectes un besoin du marché, tu résous ce besoin de marché, ce qui est déjà une première étape que beaucoup de gens n'arrivent pas du tout à passer. Et en fait, tout d'un coup, tu décides de faire un modèle improbable, quoi. C'est ça. Genre juste, ça copie un autre truc. C'est exactement ça. Alors c'est très bien de s'inspirer, de bencher. Forcément que tu benches les plus grands, tu regardes Airbnb, tu regardes Uber, etc. Il y avait, alors maintenant moins, mais il y a 2-3 ans, il y avait aussi, j'ai l'impression, cette espèce de frénésie sur l'ubérisation, sur l'intermédiation et la plateforme, tu vois. Sauf que oui, mais pas pour tout. Ça ne peut pas marcher pour tout. Un Airbnb, tu vas le réserver plusieurs fois dans l'année. Un Uber, tu vas en prendre plusieurs fois par semaine. Ça paraît logique, franchement. Mais quand tu es dedans et que tu essaies de trouver un modèle scalable parce que les investisseurs ils te disent qu'il faut que ça soit scalable, etc., tu t'en rends pas compte. Et en fait, à la fin, heureusement, on s'en est rendu compte à temps. Il n'était pas trop tard. Mais on a eu des points avec nos investisseurs, etc., où c'était un peu chaud parce que nous, on ne se rendait pas compte. On voyait notre truc grossir, notre modèle se construire, se consolider, nos clients être de plus en plus heureux. Sauf qu'in fine, une boîte, ça doit gagner de l'argent. Ouais. Et quand l'argent, il faisait ça, c'est-à-dire à moins de 500 € par mois, avec un cash burn qui commençait à arriver aux 30-40 000 €, tu te dis
on va bientôt crever les gars là. Ouais, Du coup, et t'as quand même pas cet effet de peut-être que plus tard, si on a X centaines même de pas, milliers de clients, même parce pas. que comme tu dis, C'est ça aussi, tu ne c'est demandes pas une envie de conduire faiblesse. tous les jours. En fait, maintenant, on assume De les construire. faiblesses de notre business. Le marché, il n'est pas énorme. On a environ 500 000 permis de construire par an. C'est quelque chose que tu ne fais pas de manière récurrente. On est un service qui, pour moi, fait le mix entre expertise humaine et technologie. Même si on développe une forte verticale tech, on est encore un business très humain. Et de toute façon, même en restant sur ce modèle de réseau, en ayant la meilleure com et la meilleure acquisition que tu veux, on n'aurait jamais gagné d'argent. Donc c'était Le juste modèle fonctionne inévitable. juste pas. Ouais. Bah oui, c'est ça. Et donc vous avez vraiment la boîte en deux parties, qui est l'acquisition d'un côté, avec comment on génère des leads, quel est notre message, comment on convertit les gens à amener tout ça. L'autre partie qui est plus le concret, la production, tu appelles ça dans ton article, quoi, qui est vraiment genre l'étape finale de délivrer la valeur au client. Vous avez réglé l'un d'abord, puis l'autre. Alors, c'est là où on s'est un peu sauvé les plumes sur le truc, puisque quand on était dans notre mauvais modèle, j'appelle ça, on avait déjà actionné une grosse brique d'acquisition de SEO. On avait déjà référencé notre site. On commençait à arriver bientôt aux alentours de 30-40 000 visites par mois. Aujourd'hui, on doit être à 60-70 000. Et du coup, on avait vraiment de l'acquisition. Le premier pivot qu'on a fait sur le positionnement, on a aussi revu tout le tunnel de conversion avec un système de chatbot, etc. hyper simple pour qu'on ait des leads. Et du coup, heureusement, puisque si on ne s'était pas inspiré des boîtes qui scale, qui font de l'acquisition, qui sont web, qui sont digitales, avant de changer notre modèle économique, il aurait fallu à la fois tester ce nouveau modèle économique-là, mais à la fois se mettre à faire de l'acquisition. Et du coup, ça, on l'avait déjà, le jus, on l'avait en fait. Sauf qu'après, la valeur, elle partait dans la nature, elle ne restait pas chez nous. Donc c'est pour ça que maintenant, on s'inspire de plein de trucs, on bench, mais on ne change pas ce qu'est la boîte, en fait, l'ADN de la boîte et son modèle économique. On sait que c'est la seule manière qu'elle gagne de l'argent. Après, on a d'autres briques de modèle économique qu'on développe. Mais le service de base qu'on vend, il peut être vendu que comme ça. Du coup, aujourd'hui, on maîtrise toute notre chaîne. Moi, j'appelle ça une chaîne. On a notre chaîne marketing où c'est vraiment de l'inbound marketing. On génère des leads. Aujourd'hui, on en fait entre 30 et 40 par jour. Quasiment 100% SEO. Donc, on est très bien référencé sur notre verticale, sur notre niche métier. Ensuite, on a une étape sales où c'est des experts en urbanisme qui appellent ces leads-là et qui leur vendent notre service tout en répondant à leurs questions. Et après, on a une étape production où ce sont les facilitateurs, les fameux, qui montent les dossiers, qui sont au contact avec l'administration, avec les clients et qui globalement s'occupent de gérer toute la procédure. Donc ça, c'est vraiment notre chaîne et on y met de la tech. On a un petit pôle tech, on n'est pas encore nombreux, on n'a que 2 développeurs qui mettent de l'intelligence à la fois dans l'expérience client mais à la fois dans l'expérience collaborateur. Parce que du coup, comme on est une boîte de service qui essaie d'industrialiser quelque chose qui est complexe, qui est long à faire, etc., notre mot d'ordre, c'est optimisation de process à fond pour que ça roule, quoi. Et on a un petit pôle juridique. Ok. Et du coup, la tech, dans tout ça, donc elle est transversale. Ouais. Et tu viens amener de la tech un peu partout pour optimiser les process. Comment vous... Enfin, tu parlais de ce pic de lead que vous avez déjà fait ce travail-là. À part juste changer la proposition de valeur, vous avez fait d'autres choses, vous avez testé d'autres trucs, vous avez fait quoi? Alors du coup, exactement. En fait, la première chose, c'était la homepage. On l'a clarifié sur un seul service. On n'avait pas changé le tunnel de conversion. Donc, de là, on était passé de 30 à une centaine de leads. Et ensuite, le tunnel de conversion, pareil. On n'était pas parti du besoin client. On n'était pas parti, on avait fait une usine à gaz. Alors on est déjà on répond à un besoin, on est un service qui répond à quelque chose qui est extrêmement compliqué, qui mélange de l'urbanisme, du droit, plein de trucs, c'est extrêmement compliqué. Et on était parti dans un truc qu'on avait développé avec notre prestataire à la base, où en fait on demandait les surfaces que tu voulais construire, en surface de plancher, en surface d'emprise au sol, c'est des termes réglementaires, plein de champs, donc etc. tu avais vraiment un tunnel truc, infini. Infini, hyper compliqué, qui prenait un quart d'heure à remplir. On te demandait de cocher des CGU en amont pour que tu sois d'accord pour tout ensuite. Comment ça se fait? Parce qu'avec le recul, objectivement, tu te dis que ça marche pas. À l'époque, à la base, c'est quoi la réflexion derrière? C'est nous, en fait. On n'est pas parti du besoin du client. Pas du tout. On n'est pas allé lui poser des questions. On a voulu compliquer le truc. Et au final, ça n'a pas marché. Le tunnel, il convertissait rien du tout. Et donc là, ça, on l'a complètement revu. C'est là où on a commencé à mettre de la tech et de l'intelligence. Maintenant, on a un système qui est en gros un chatbot, qui est plutôt un formulaire conversationnel qui t'amène d'un point A à un point B. Il n'y a pas de scénario, il y a encore moins d'IA, vraiment pas. Mais ça te pose 5 questions, quoi. Comment tu t'appelles, ton prénom, l'adresse de là où tu veux faire des travaux, le type de travaux que tu veux faire,
ton adresse mail, ton numéro de téléphone et un champ libre, je crois, pour décrire ton projet. Et en même temps que tu remplis ce chatbot-là, tu as une vue cartographique qui va localiser ta parcelle. Et dans cette vue cartographique, on a fait plein de croisements de données avec l'urbanisme et des sources de données publiques et privées pour te faire vivre une expérience personnalisée pour qu'on te montre ta parcelle, si tu te trouves dans une zone protégée, s'il y a un monument historique à proximité, etc. Donc déjà là, au stade de l'acquisition, on met de la tech. Et là, le tunnel de conversion, il convertit beaucoup mieux qu'avant. Et là, on avait une crainte, on a pris un petit risque, on s'était dit, le chatbot, machin, ça va peut-être pas être hyper adapté à notre cible client, qui n'est pas une cible jeune, tech, etc. C'est un chatbot qui est en interne dans le site ou qui est sur Messenger? Ouais, non, qui est en interne. Okay. Et c'est vraiment plutôt un formulaire conversationnel. Ouais. Et en fait, contre toute attente, ça marche super bien parce que c'est qu'un formulaire déguisé et dynamique en fait. Et les gens ont l'impression d'être dans un truc sympa avec une expérience, une carte, etc. Et là, du coup, ça a commencé à faire décoller l'acquisition et les leads. Ok. Et après, du coup, il y a eu toute la partie sur les sales, comment tu vends. Et ça, genre dans ton article, c'est trop bien expliqué. Et c'est un truc dans lequel je me reconnais, mais tellement parce que vendre quand t'as pas été formé, c'est extrêmement difficile. Tu as l'impression que tout le monde s'en fiche, tu vends ta solution, ça fonctionne pas. Comment vous êtes passé de ça à réussir à closer des deals et à faire vraiment à faire acheter votre solution aux gens? En fait, on ne savait pas vendre. Alors, on a commencé à se remettre en question sur la manière dont on vendait. Avant de passer en mode internalisation de la production, on avait encore les facilitateurs. Et en fait, on ne savait pas vendre. Et maintenant, ceux qui connaissent Simon Sinek, le why et pas le how, maintenant, c'est vraiment ce qu'on fait. On a pris conscience de notre modèle et de ce qu'on vendait chez Permettez-moi de construire. Et ce qu'achètent les gens, ce n'est pas des permis de construire. Un permis de construire, c'est rien de plus qu'un dossier chiant avec des plans, des documents administratifs, des trucs de mairie, etc. Tout le monde s'en fout. Ce qu'on vend, c'est la possibilité pour les gens de réaliser leur projet d'habitat, l'extension de leur maison parce qu'ils vont agrandir la famille, le garage pour la voiture parce que monsieur ou madame vient d'acheter une super voiture, tout ça. Et donc maintenant, ce qu'on vend vraiment dans notre discours, c'est le why et puis le what ou le how. C'est vraiment, nous, on vous permet de réaliser vos projets d'habitat. Et du coup, on a bâti une méthodologie de vente. Maintenant, on s'intéresse aux problèmes des gens, mais aux problèmes dans le sens, pas le problème qu'ils rencontrent et pour lequel il vient me voir. Moi, ça, nous, on appelle ça le problème cosmétique. En gros, c'est compliqué de faire un permis de construire, j'arrive pas à le faire, du coup, j'ai besoin d'aide. Le vrai problème au fond de ça, c'est pourquoi il a besoin de mon service et qu'est-ce qui est important dans la réalisation de son projet d'habitat. Et comme je le dis, ils doivent faire une extension pour leur maison parce qu'on a grandi la famille. C'est ça le vrai problème. C'est que si je n'ai pas mon permis de construire pour telle date, je ne vais pas pouvoir faire mon extension et ça va devenir problématique pour ma famille, pour que ma famille puisse être bien dans ma maison. Et du coup, on a construit vraiment une méthodologie de vente où on se base sur les problèmes des gens, on les questionne sur leurs problèmes et après, on leur parle un peu de nous et de notre expérience. Et de l'expérience mais comment tu fais pour que ça ne sonne pas comme le loup de Wall Street ah oui, donc vous avez un projet de maison, si vous achetez notre solution, vous pourrez réaliser tous vos rêves, tu vois. Non, on ne tombe pas du tout là-dedans. C'est hyper bienveillant. Alors, les commerciaux qui appellent les clients au téléphone, ils sont formés sur nos sujets, sur l'urbanisme, sur la réglementation. Donc, ça va être la qualification de problème et beaucoup de qualification aussi du projet, de la zone dans laquelle ils se situent. On va regarder avec notre juriste en interne pour savoir ce qu'ils peuvent faire, pas faire. On va les conseiller. Parfois, on va juste les conseiller sans qu'ils achètent le service, sans que ça leur soit facturé. Et c'est hyper bienveillant et on démontre notre expertise en fait dans notre discours. Donc oui, il y a de la vente, mais c'est de la vente consultative. Donc d'abord, on répond à leurs questions et on les aide vraiment. Et ensuite, on arrive dans la vente. Après, les clients ne sont pas dupes, ils savent très bien qu'on va leur vendre un service. C'est écrit sur le web que tu as un call gratuit avec un expert en urbanisme et après, on arrive dans la vente. Mais c'est quelque chose qui se fait assez naturellement et on a vraiment une bonne relation avec nos clients au téléphone. Ce que je disais avec les facilitateurs, on ne maîtrisait pas la relation et on était trop loin du client. Maintenant, on ne les voit toujours pas, mais on les a au téléphone. Et c'est pas rare du tout qu'on arrive à se tutoyer avec les clients, qu'ensuite on aille les voir, qu'ils viennent nous voir au bureau, prendre un café avec nous. Et vraiment, on arrive à créer une vraie relation avec eux, avec un ton qui nous ressemble et une vraie vente consultative et de conseiller en fait avant que tu signes quelque chose. Vraiment, on veut t'aider d'abord à comprendre ton projet, quoi. C'est un truc qui a l'air de tenir à cœur, à toute la boîte. Il y a des témoignages partout sur le site. Tu vois que vous le faites pas juste pour le cash, quoi. Il y a quand même une mission derrière, alors que c'est pas le marché le plus sexy de la terre. T'es pas en train de, comme tu disais tout à l'heure, quoi. C'est pas Airbnb, machin.
Comment tu as créé cette culture-là et cette volonté de mission-là? Alors, je pense que c'est de par l'expérience que j'ai eue avant dans le bâtiment. Quand j'étais peintre décorateur, je travaillais plutôt sur des chantiers de particuliers, plutôt haut de gamme, où tu passes un mois sur un chantier, 5 jours par semaine, tu es très proche des clients. Et du coup, cette envie d'échanger avec le client, d'être bienveillant, de lui faire vivre une bonne expérience, de faire l'effet waouh, tu vois, l'effet plus quand tu es sur un chantier, que tu travailles chez quelqu'un, et quand tu pars, ton chantier est impeccable, tout est rangé, etc. C'est un petit effet waouh pour les clients, tu vois, ils se disent putain, c'est cool. Et c'est ça qu'on a envie de faire en fait. Vous faites des événements avec eux? On a fait quelques rencontres. Alors maintenant, on fait beaucoup des vidéos habitants où une fois que les travaux sont finis, en fait, la phase travaux, ça nous intéresse pas. Nous, on vend des permis de construire, mais on veut voir le projet réalisé parce que c'est notre why. Du coup, on va même pas filmer quand ils sont en train de faire leurs travaux. On va filmer chez eux quand c'est nickel et que les bougies sont mises. Et c'est ça qu'on veut, tu vois. C'est t'es passé par nous et nous, on était la première pierre pour que tu puisses réaliser ton projet de travaux, d'habitat. Et du coup, on vient de voir et on vient de faire témoigner une fois que tout est terminé. Et les gens nous le disent, on reçoit plein de commentaires. On a un Slack qui s'appelle Love Wall où on reçoit putain, vous étiez vraiment le point de départ de mon projet, je vous remercie. Et on a des trucs, tu te dis, mais c'est des permis de construire en fait. Mais on envoie notre panneau de permis de construire, c'est un truc réglementaire, donc forcément qui a nos couleurs. Quand tu obtiens ton autorisation, tu le reçois chez toi et tu n'as plus qu'à l'installer. Et on reçoit des dizaines et des dizaines de selfies de nos clients avec ce panneau-là, parce que c'est le marqueur physique de ça y est, la galère administrative est derrière nous, on n'a rien eu à faire et enfin on va pouvoir réaliser le projet de nos rêves, quoi. C'est fou, c'est fou. Effectivement, ouais, maintenant que tu le dis, ça paraît évident. Ouais. Cette culture-là, elle est forte parce qu'elle est, comme tu dis, hyper bienveillante. Maintenant, vous êtes 16 à la partager, du coup. Comment ça s'est passé le passage de 1 à 16? Alors ça a été assez rapide en fait, puisqu'avant on était entre 4 et 5, on gérait vraiment la partie marketing, la partie vente. Alors au début on ne savait pas vendre, mais après on a commencé. Et la partie facilitateur, c'était des externes. À partir du moment où on a dit on va internaliser, on avait déjà commencé à vendre du coup avant de trouver les personnes qu'on allait internaliser, mais forcément il nous fallait plus qu'une personne, puisque une personne peut faire un certain nombre de dossiers par mois, mais pas 10 fois plus si on augmente la productivité ou certaines choses. Du coup, il a fallu recruter une équipe de production, de facilitateurs. On en a recruté 4, dont une qui faisait partie de ce réseau de facilitateurs externes, qui nous a rejoints. Et ensuite, la partie sales, on s'est testé. D'abord, on a regardé comment on arrivait à vendre avec les nouvelles méthodes. Et au plus on augmentait dans les revenus, au plus on commençait à voir à quel moment il allait falloir recruter, c'était quoi notre maximum de prise en charge de lead par sales, par jour, etc. Après, on a décidé de rester pour l'instant assez réduit sur la partie plutôt acquisition et marketing, parce que maintenant on a une machine qui roule sur le SEO, donc on a 2 personnes. On externalise pas mal de choses aussi maintenant avec des prestataires de services. Et c'est tout. Du coup, maintenant, les 2 grosses équipes qu'on doit développer, c'est notre production, où là, on sait globalement le nombre de dossiers qu'on peut prendre en charge avec autant de personnes. Et sur les sales, on est encore un peu en train de se tester, puisque c'est forcément beaucoup plus facile d'augmenter le revenu par sales que le nombre de dossiers produits par un facilitateur. Mais globalement, c'est les 2 équipes qui vont grossir. Là, on est une quinzaine. Si on suit nos chiffres à la fin de l'année, il faudrait qu'on double la taille de l'équipe. Après, encore une fois, comme ce n'est pas un modèle scalable et qui est entièrement pour l'instant lié à l'humain, c'est-à-dire que quand on dort, on ne gagne pas d'argent pour l'instant. Donc tu dois allonger ton équipe d'humains, mais tu peux les tirer à l'infini. Enfin, si tu tires ta cellule sur un Excel, tu te retrouves avec 2000 personnes, il n'y a pas de problème. C'est pas ce qu'on a envie de faire, on va stabiliser la boîte à un certain nombre de personnes qu'on s'est fixé. Et après, on va voir ce qu'on est en train de construire, de créer des autres briques de modèles économiques, beaucoup sur la data aussi, avec des partenaires, pour pouvoir augmenter le revenu sans avoir le fil d'humain qui s'envole, quoi. Donc il y a quand même ce but de scaler un minimum in fine, sur une base solide de service. C'est ça. Quand on a changé, on était déjà un peu en train de s'exciter sur ce modèle-là de data, etc. à l'époque. Après, quand on a internalisé et qu'on a changé la stratégie, on s'est dit, bon, d'abord la priorité c'est de consolider le socle du service et le service de base, c'est ce qu'on vend. Parce qu'au début, on se disait, notre service, c'est pas vraiment ce qu'on vend, on peut faire des prix très très bas. Là où on va faire vraiment la valeur, c'est sur la data, les partenaires, etc. Sauf qu'en fait, c'est pas vrai parce que c'est beaucoup plus compliqué à mettre en place que ce que tu crois, c'est beaucoup plus long et la première valeur, c'est celle des clients, quoi. Donc ça, maintenant, on l'a consolidé et maintenant, on a l'esprit plus clair et la visibilité sur, OK, qu'est-ce que nos clients ont besoin? Ils nous demandent des services, des travaux, des courtiers, ce genre de choses. Là, on va pouvoir commencer à construire la brique modèle économique sur la data.
et du coup avoir un modèle de revenu plutôt récurrent. C'est intéressant parce que depuis tout à l'heure, tu parles de briques. Et je trouve que, moi, c'est ma façon de voir une boîte. En fait, c'est que tu construis et tu poses brique par brique et tu superposes une fois qu'il y a quelque chose qui est géré, donc soit délégué, soit automatisé, soit ce que tu veux. Tu dirais que c'est ça ton job de CEO du coup? C'est de construire la boîte. La question sous-jacente, en fait, c'est pourquoi tu fais ce que tu fais? Genre, qu'est-ce qui te plaît vraiment dans ce job-là et qui fait que t'as commencé et t'as poursuivi et tu t'es pas arrêté malgré toutes les étapes où tu t'es rendu compte que ça marchait juste pas, tu vois. Ouais, c'est vrai. Alors, permettez-moi de construire, du coup, ça peut marcher à l'interne aussi. Du coup, si on veut construire la boîte brique par brique. Mais oui, c'est ce qui me plaît, en fait. Au départ, j'étais auto-entrepreneur, c'était un petit bureau d'études. J'aurais jamais imaginé qu'on allait développer ce type de boîte, ou même qu'on allait avoir des clients comme ça. Et ce qui me plaît, c'est le client. Et deux, c'est le client. Et trois, c'est surtout depuis le début. Vraiment, on s'est toujours raccroché à ça. Quand on était dans notre période Pascal, machin, on n'arrive pas à lever des fonds, etc., on s'est toujours accroché au fait qu'on répond à un vrai besoin du client et on résout une vraie problématique. Et du coup, c'est ça maintenant qui me plaît, c'est OK, on a le socle. Maintenant, comment on optimise nos process de production? Comment on fait pour vendre plus vite? Comment on augmente nos prix? Comment on fait réduire notre coût d'acquisition? Et comment, in fine, on fait une boîte rentable qui peut faire pas mal de revenus et qui peut avoir des belles perspectives après, quoi. Tous vos leads, ils viennent du SEO ou vous avez quand même du bouche à oreille? Parce que j'imagine qu'avec tout ce que vous faites, du coup les photos, les selfies, etc., ça doit quand même générer pas mal de bruit. Ouais, pas mal. Alors aujourd'hui, la locomotive, c'est vraiment le SEO. 90% de notre trafic, il est poussé par le SEO. On fait environ 60 000 visites par mois. On capte environ 500 leads entrants qualifiés, prêts à être appelés où notre service peut être vendu. Ensuite, effectivement, on commence à avoir un peu de référol, de recommandations de nos clients. C'est quelque chose sur lequel on a tardé un petit peu. Là, on commence vraiment à mettre en place des choses pour qu'ils nous recommandent aux voisins, etc. Mais on vient à peine de commencer à actionner des campagnes Google, Facebook, de retargeting, etc. dans le but d'aller rechercher le trafic qui passe par notre site, qui vient du SEO et qui n'a pas converti tout de suite. D'accord. Ouais. Mais on n'est pas en train de cramer. En fait, on n'a pas besoin. C'est-à-dire que notre enjeu maintenant, il se fait plutôt sur la transformation. Comment on fait pour vendre mieux, pour que le parcours d'achat il soit plus fluide, plus rapide et qu'on réduise le cycle de vente. Mais au niveau du trafic, là sur 2018, on a à peu près, alors c'est pas énorme, mais on a 400 000 visiteurs uniques qui sont passés sur le site, avec un site qui a commencé aux alentours de 10 000 visites par mois au mois de janvier, qui a fini à 60 000. C'est quasiment autant que le nombre de personnes qui ont obtenu un permis de construire, je parle pour les particuliers, en France l'année dernière. Donc le trafic par rapport au nombre total de gens qui ont eu le permis. Comme le marché n'est pas énorme et que c'est une niche, maintenant on a la base solide, on est bien référencé sur plein de choses, on continue à construire la brique, mais l'audience on l'a. Maintenant il s'agit de la convertir et de la transformer. Mais on n'a pas un enjeu d'aller faire 1 million de visites par mois, sauf si on décidait d'aller monétiser d'une autre manière avec de la pub ou ce genre de choses. Mais pour vendre notre service, on n'a pas besoin d'aller faire des millions et des millions de visites. C'est un beau business. C'est quoi la suite là pour l'année à venir? Le but vraiment cette année, c'est d'optimiser nos process, d'améliorer notre force de vente, notre méthode commerciale. On a une grosse brique tech qu'on est en train de construire aussi. On a un espace personnel qui va permettre de suivre l'avancement de sa procédure, qui va permettre de retrouver tous ces documents de manière digitale. Ce qui ne se fait pas aujourd'hui, puisque le permis de construire, c'est quelque chose qui n'est pas dématérialisé. On envoie des dossiers papier aux mairies, ça fait entre 1 kg et 2 kg de papier, on est obligé. Par contre, on a trouvé le moyen, encore une fois, de devenir web et 100% online pour le client, puisque via son espace personnel, il va simplement valider un mandat pour qu'on puisse envoyer son dossier directement auprès de sa mairie. Et lui, simplement, il va suivre l'avancement de sa procédure dans un front, en fait. Et dans cet espace personnel, là, on va pouvoir commencer à réfléchir quel partenaire on peut te proposer pour t'aider dans ton projet, sur le financement, sur tes matériaux, sur les artisans, sur plein de choses. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand t'écoutes personne et que tu prends la décision de faire un truc qui, avec du recul maintenant, a aucun sens, tu vois? Je sais pas, honnêtement, il y a sûrement un peu de fierté d'avoir créé le truc pendant mes études tout seul, de m'en être sorti jusque-là tout seul, de penser connaître mes clients, etc. Après, quand tu commences à structurer une équipe, c'est pas facile de se dire maintenant tu n'es plus tout seul dans le bateau et tu as des gens que tu as embauchés sur lesquels tu crois beaucoup et qui ont toutes les compétences. Tu dois les écouter. Tu dois les écouter? Tu dois les écouter, c'est sûr. Et c'est là où on en revient à la qualification des problèmes des clients. Les clients, ils savent exactement les problèmes qu'ils ont, mais ils ne savent pas te dire ce qu'ils veulent.
et si tu commences à leur demander ce qu'ils veulent, c'est la porte ouverte à tout. Dis-moi, c'est quoi ton problème? Ouais. T'arrives pas à faire quoi aujourd'hui? Qu'est-ce qui va pas dans l'expérience? Et moi, je vais faire mon job et je vais me charger de transcrire ça en nouvelles features, en nouveaux morceaux de l'expérience. Est-ce qu'ils connaissent vraiment leurs problèmes si bien que ça? C'est difficile, il faut arriver vraiment à les qualifier. Après, tu as des gros morceaux de l'expérience où on sait que les problèmes se cachent là, tu vois, sur le temps que ça prend à obtenir un permis de construire, sur l'information que tu as ou pas, sur comment tu suis ta procédure, sur la qualité, rien que l'accès à l'information d'urbanisme pour savoir ce que tu as le droit de faire ou pas sur ta parcelle. Ça, c'est vraiment les gros nids de problèmes de nos clients. Donc, on sait où aller creuser. J'arrive pas à déterminer si c'est un combat contre l'administration Ah non, 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 non. ou si c'est plus genre vraiment. Enfin, tu parles de bienveillance depuis tout à l'heure, donc. C'est pas du tout un combat contre l'administration. Au contraire, on travaille main dans la main maintenant avec eux parce Ok. qu'on sait que globalement nos dossiers ils vont se dématérialiser pour 2022, pardon. Notre métier il va pas changer du tout puisque ça reste compliqué d'obtenir une autorisation, c'est de l'urbanisme, c'est plein de choses. Juste au lieu d'envoyer un dossier papier, on va pouvoir le télétransmettre. Donc on travaille sur ces projets-là avec les équipes du gouvernement qui en sont en charge pour apporter aussi notre vision de nos clients. Parce que nos clients, ils savent nous dire que c'est galère et que le samedi après-midi, c'est fermé à la mairie et qu'il y a des mairies en France qui sont ouvertes 2 heures par semaine, tu vois. Donc juste, tu peux l'envoyer de chez toi, dans ton dossier, c'est quand même beaucoup plus simple. Du coup, c'est pas du tout un combat contre l'administration, mais c'est plutôt positif en fait. C'est une manière de redéfinir l'expérience. Comment? Avec de l'humain et de la tech. Pour nous, l'un va pas sans l'autre. En tout cas, sur notre métier, l'un va pas sans l'autre. Et avec le client au milieu. C'est tout. Après, l'avantage peut-être de notre service, c'est que c'est à peu près one shot. Bon, tu peux faire un permis de construire plusieurs fois, si tu fais plusieurs fois les travaux, mais tu vas pas en faire un tous les mois. Donc quand on veut tester quelque chose, l'implémenter, que ce soit tester une nouvelle politique de prix, tester un nouveau process, tester un nouveau moyen d'acquisition, etc., on peut le faire à chaque fois puisque les clients ils changent. Tous les mois, ils changent. Donc on ne va pas venir te perturber dans l'expérience que tu as aujourd'hui avec un produit ou un service en changeant quelque chose. À chaque fois qu'on a un nouveau client, si on a changé quelque chose, c'est une nouvelle expérience pour lui. Ok, trop cool. En tout cas, bravo déjà parce que Merci. c'était des lourdes étapes, c'est très stylé. J'ai une dernière question pour toi. C'est quoi pour toi faire ton coup d'état? Pour moi, ça dans ta serait… vie, tu vois. Alors, bien sûr, c'est d'arriver à concrétiser la vision qu'on a, en gros, permettre aux gens de réaliser leurs projets sans que ce sujet-là soit un obstacle, parce qu'aujourd'hui, c'est le premier obstacle en France pour quelqu'un qui veut faire des travaux. Ça, c'est la première des choses. Le deuxième coup d'état, c'est peut-être aussi de démontrer qu'il n'y a pas qu'un seul modèle de boîte. Il n'y a pas que des startups, des licornes, il n'y a pas des trucs ultra scalables avec beaucoup trop d'anglicismes. Il y a des services aussi, il y a des business et surtout il y a des besoins clients qu'on doit résoudre. Et surtout, il y a des modèles économiques qui doivent gagner de l'argent. Donc ça, c'est aussi… j'ai envie de le montrer, tu vois, de dire bah oui, il n'y a pas qu'un modèle de boîte. Oui, je ne serai pas un entrepreneur comme tu peux en voir et que je respecte totalement. Et la plupart des entrepreneurs qui m'inspirent, c'est des grosses boîtes ultra scalables. Mais on peut quand même réussir à faire quelque chose de cool avec peu et arriver à un modèle qui se construit et qui va être abouti assez rapidement. Bah, Voilà. trop cool, ça tombe bien, c'est notre coup d'état à nous aussi. Super. Génial, merci beaucoup Aurélien. Bah, merci à toi.